Bienvenue à tous et merci pour votre participation à ce webinaire Digitaliser et rendre collaborative votre clôture comptable avec Wrike. Je suis Mathieu Dargelas et je suis associé du cabinet Advance et je suis accompagné de Colline Seri, consultante senior, et nous sommes tous les deux ravis d'animer ce webinaire. Au programme de ce webinaire, tout d'abord, les 15 premières minutes seront consacrées à une présentation d'Advance et Wrike, qui sommes-nous, et puis l'histoire de notre partenariat. Quels constats avons-nous fait chez nos clients? Pourquoi nous avons choisi Wrike? Et quels résultats, quel ROI obtenons-nous sur nos missions? On enchaînera ensuite sur 25 minutes de démonstration. Colline sera à la manœuvre pour une immersion dans Wrike, durant laquelle elle vous présentera les grandes fonctionnalités couvertes et les apports de la solution. Enfin, nous gardons 5 minutes pour des questions-réponses. Ces questions, vous pouvez les poser dans la zone Q et R. On vous a mis le petit symbole là, en dessous, en bas de votre écran. Vous pouvez les mettre à tout moment dans la présentation, en fonction du nombre de réponses. Soit on arrive à le faire tenir dans les 5 minutes. Si ça prend trop de temps, bien évidemment, on prendra le temps de vous répondre individuellement post-webinaire. Une petite présentation pour savoir qui sommes-nous. Advance est un cabinet de conseil indépendant, 80 consultants. On l'a créé en 2008. On accompagne généralement les projets de transformation et d'innovation de nos clients en intervenant sur process, orga et systèmes d'information. On a une grosse practice finance avec des offres dédiées. On fait de la réorg de direction, on fait des projets d'automatisation avec de la RPA, de l'optimisation de process, la mise en place de CSP. Et on a une grosse spécialisation sur les problématiques de close management, projet de phase close, de pilotage de la clôture et de digitalisation. C'est bien le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On note aussi que ce qui nous caractérise, c'est notre manière un peu singulière de faire du conseil par rapport aux grands acteurs, qui est caractérisée par notre credo « Do different, be different ». On est des consultants de proximité avec des approches innovantes et qui cherchons systématiquement des résultats concrets. Wrike est un éditeur de la plateforme éponyme Wrike, une plateforme collaborative de gestion de projet, qu'on estime innovante, puissante et facile d'accès. Une société qui a été créée en 2003, rachetée en tout début d'année par Citrix, que tout le monde connaît. C'est une solution 100% SaaS qui compte 2 millions d'utilisateurs dans le monde. Entre autres distinctions, on notera qu'ils ont été élus depuis 2018 par le Forrester, une évaluation qui est faite tous les 2 ans, comme leader des espaces de travail collaboratifs. Ils sont à peu près 1000 personnes. Ce qu'il faut retenir sur notre partenariat, c'est qu'on a commencé à travailler ensemble depuis 2016 et que depuis, on a digitalisé des processus de clôture de 20 à 300 personnes, donc toute taille. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, non sans fierté, c'est que toutes ces missions, sans exception, ont été saluées comme étant des succès par nos clients. Pour quelles raisons? Parce que nos équipes ont une parfaite connaissance de l'outil, de ses méandres, de ses spécificités et ses nombreux paramétrages. Et puis, en parallèle, on a une grosse expertise sur le close management, une expertise projet, qui nous permet d'adapter parfaitement l'outil aux enjeux d'une clôture. J'ajouterai à ça que nous faisons fort d'accompagner le changement pour que l'appropriation soit la plus forte possible. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un projet de digitalisation d'un process de clôture, c'est un projet de transformation. On transforme les habitudes, la manière de travailler des équipes. Comment en est-on arrivé là? Notre constat sur le processus de clôture et qu'il reste souvent source de douleur et difficultés. C'est ce qu'on a pu voir dans toutes les missions qu'on a pu faire sur du fast close, d'optimisation, même du pilotage de clôture. On a toujours les mêmes ressentis douloureux de nos clients. Au-delà de la charge de travail et de l'engagement fort que vous avez sur qualité et délai, vous arriverez certainement à vous reconnaître sur certains de ces items.
On passe beaucoup trop de temps à faire ce qu'on dit vulgairement comme le temps du relevé de compteur, au détriment de l'analyse. Tout le temps en train de courir pour savoir où on en est, et souvent, l'information est froide, ce qui ne permet pas un bon reporting. On est très souvent dans l'impossibilité de voir les impacts d'un retard, d'identifier le chemin critique. Vous avez un jalon en retard, il y a les conséquences derrière, et comme on n'a pas la vision des interdépendances, on a beaucoup de mal à s'y retrouver. On a un reporting qui est toujours fastidieux à construire, avec une mauvaise visibilité sur l'avancement des jalons clés. On a très rarement un référentiel unique planning. Ce qu'on retrouve même souvent, c'est des plannings différents par service, par direction, qui plus est avec des granularités hétérogènes. J'ajouterai à ça qu'on a des process rigides, qui sont finalement jamais mis à jour, ou alors qui vivent un circuit parallèle, donc où rien n'est centralisé. On a systématiquement cette avalanche de mails qui est synonyme de perte de temps, à la fois pour l'envoi comme pour la réception. Et enfin, dans les plus grosses douleurs qu'on entend de nos clients, c'est des rôles et responsabilités peu clairs. On ne sait pas, l'information sur les rôles et responsabilités est très souvent peu fiable, ce qui entraîne de nombreux loupés. Du coup, le constat, c'est qu'il y a un sous-outillage. Et on a mis ce dessin parce qu'on a souvent l'impression, quand on arrive chez nos clients, qu'on avance avec des roues carrées. Pourtant, le processus de clôture, c'est le processus numéro 1 de la comptabilité. C'est le processus clé de voûte et il se retrouve souvent parent pauvre en termes d'outillage. Au mieux, ce qu'on peut observer, c'est un gros fichier Excel central, mais qui se retrouve souvent illisible au regard du nombre d'informations qu'on y trouve. Dans ce fichier, on va y retrouver juste les échanges entre les différents services, et ça ne va pas beaucoup plus loin. Et puis, comme on clôture quasiment toute l'année, en fonction de si on est en clôture mensuelle, on se retrouve, comme ce monsieur, à être too busy et on ne le fait pas évoluer. Donc, fort de ce constat, au regard de toutes ces missions, on a vu tout ça, on s'est dit, il faut qu'on étudie, il faut qu'on trouve une solution pour nos clients, il faut qu'on trouve quelque chose qui puisse répondre à tous ces problèmes. Donc, on a recherché sur le marché les solutions qui existaient. On a regardé les modules des grands ERP, SAP, Oracle, et même les solutions spécialistes de close management. Mais on a dû, après analyse, les écarter. Pourquoi? Elles sont très souvent trop complexes à mettre en œuvre, bien trop rigides, trop onéreuses pour le coup. Elles sont très rarement, voire pas, collaboratives. On a des visions planning qui sont désuètes, difficilement manipulables. Bref, tout ça ne colle pas aux besoins et ne répond pas directement aux besoins qu'on évoquait précédemment. Donc, on s'est tourné vers les solutions de gestion de projet. Pourquoi? Pourquoi une solution de gestion de projet? Parce que finalement, un process de clôture, qu'est-ce que c'est? Une clôture, qu'est-ce que c'est? C'est un gros projet composé de centaines de tâches et jalons avec des interdépendances qui impliquent un grand nombre d'acteurs qui doivent respecter des délais. On a comparé pour ça une dizaine de solutions et c'est Wrike qui est arrivé en premier. À la base, on est agnostique mais, en termes d'outils, mais vraiment, on a trouvé que Wrike était la meilleure des solutions. Alors, discours de vérité, c'est important. Si on reprend un peu le dessin, on revoit le dessin de tout à l'heure, ce que Wrike va apporter, c'est cette roue ronde pour enlever la roue carrée, pour avancer plus vite et plus facilement. Mais les cailloux que transportent ces messieurs vont rester là. Wrike ne va pas vous permettre de réconcilier plus rapidement vos écritures, et ça ne va pas non plus résoudre vos problèmes d'alimentation des différents SI. En revanche, comme on va le voir par la suite, Wrike va vous permettre d'identifier les goulots d'étranglement, de gagner du temps sur les contrôles, d'avoir une vision en temps réel sur l'avancement, d'aider les équipes à savoir ce qu'elles ont à faire et quand elles ont à le faire, etc. Du coup,
je vais aborder la partie gains qu'on a pu observer chez nos clients. On va commencer par des gains qualitatifs. Une amélioration très forte de la qualité. Quand on met Wrike en place, on a une amélioration très forte de la qualité et des délais. Pourquoi? Parce que quand on le met en place, il y a un devoir de transparence, on met à plat les process et on les met à disposition de tout le monde et ça impose, ça fait que Wrike est synonyme d'un engagement de respect et de qualité par les équipes. On ne peut plus se cacher derrière un « Ah, je ne savais pas que j'avais ça à faire, je n'avais pas compris que c'était à cette date ». Ça, c'est terminé. Donc, il y a un engagement des équipes qui est bien supérieur pour pouvoir livrer en temps et en heure. On gagne aussi une nouvelle manière de travailler. On est en travail collaboratif grâce à un chat intégré au niveau des tâches de clôture qui favorise et simplifie les échanges directs. Vous le comprendrez, ça va beaucoup plus vite d'interpeller un collègue sur une tâche que de faire un long mail et d'avoir une grande boucle de mail dans laquelle on ne se retrouve plus. Troisième point, des processus vivants. Ça veut dire quoi? C'est que je pense que comme beaucoup, vous avez vu les process de clôture dessinés sur PowerPoint, sur Visio, ils prennent la poussière sitôt terminés. Avec Wrike, les processus vivent. Ils sont obligatoirement maintenus par les équipes parce qu'ils sont très faciles à mettre à jour. Et on les maintient au fil de l'eau, au fur et à mesure des clôtures. Vous avez des processus qui sont vivants. Au-delà de ces gains qualitatifs là amènent d'autres opportunités qu'on a pu voir, qui ont même été prises par nos clients. On peut mettre évidemment le process de clôture, on a commencé par ça, mais ce qu'on a fait en termes d'extension, c'est qu'on a étendu Wrike aux travaux courants, à tout ce qu'on fait entre les clôtures. En faisant ça, on a fait finalement de Wrike le référentiel unique de l'ensemble des process, des activités d'une direction comptable, d'une direction financière. Derrière ça, ça devient une source de data très riche à exploiter. Pourquoi? Parce que derrière des tâches, vous avez de l'analytique et avec cette analytique, on peut sortir de l'information. On peut sortir des actions. Par exemple, un de nos clients a calculé le temps qu'il passait à faire des travaux de réconciliation et il en a mesuré le coût et ça lui a permis de justifier un projet de RPA derrière. Regardez tout le temps qui était passé à faire de la réconciliation, ça valait le coup de lancer un projet de RPA. Ça, c'est très important de comprendre que derrière du process, vous avez de l'analytique et vous avez de la data. Des gains qualitatifs, mais pas que. Ce qu'on vous montre ici, c'est du quantitatif. On sait qu'on est avec une population qui est aussi des comptables, donc on sait que les gains quantitatifs sont importants. On a chiffré ça chez plusieurs de nos clients sur des gains pour connaître l'avancement des tâches. Là, avec Wrike, tout le monde coche au fur et à mesure l'avancement de son travail, donc vous avez une vision en temps réel. Donc quand vous aviez avant des points de synchronisation, des calls quotidiens qui prenaient 2 heures, on a un exemple d'un client qui mettait 2 fois 2 heures par semaine pour faire des points de synchronisation, parce que finalement, il passait beaucoup de temps à savoir si les tâches avaient été réalisées. Désormais, c'est 2 fois 15 minutes et c'est uniquement du point dur. Ça change la vie. On l'a chiffré pour un de nos clients à 54 jours gagnés sur toute l'année, sachant qu'il avait 4 clôtures trimestrielles et dont une annuelle. Un temps aussi pour construire, valider le planning. Que de temps perdu pour construire les plannings qui sont un peu toujours les mêmes, mais qu'il faut réadapter, il faut rééchanger avec les différents services. Le temps perdu, il est côté du coordinateur clôture et ils sont aussi côté des managers qui gèrent leur planning. Chez ce même client, là, on a chiffré 36 jours de gagnés par an. Donc, vous voyez, ce n'est pas anodin. Après tous ces gains, on a voulu vous rajouter des verbatims des équipes que nous avons déployées. On a déployé presque 1000 personnes. Voilà ce qu'on nous dit, qu'on retrouve très souvent. Un coordinateur de clôture va nous dire c'est enfin la vision en temps réel de l'activité pendant la clôture. J'ai mon relevé de compteur, parce qu'il passe son temps à faire ça, c'est fini, il se concentre sur l'analyse et sur le reporting. Un manager va nous dire
Il y en a plusieurs qui nous ont dit ça. Il y a une application iPhone ou iOS ou Android. Hein. Il l'utilisait tout le temps dans les transports. Avant d'arriver au boulot, hop, ça lui permettait de gérer ses priorités, voir quels étaient les éventuels retards, lancer les actions de ses équipes. Des rapports dynamiques, beaucoup de reporting qui permettent de savoir où on en est, d'avancer, d'analyser. Un outil, on nous a dit aussi, enfin, on a un outil collaboratif, enfin un outil dynamique. Ça booste mes équipes. C'est du vrai, c'est ce que nous disent les gens. Et puis, les collaborateurs, ceux qui ont toutes les tâches à faire, qui nous disent merci parce que on voit enfin l'ensemble des interactions qu'on a avec les autres services. On sait dans quoi on s'inscrit, on est responsabilisé, on comprend mieux le process, on sait où on s'intègre. Et surtout, on a un rappel automatique des tâches qui libère l'esprit. Tous les jours, je sais ce que j'ai à faire, je ne me pose plus de questions, j'ai plus de stress. Voilà pour ce verbatim. Je vais passer la main à Colline qui va enclencher par une immersion, une présentation de RAC. Je vous rappelle, n'hésitez pas à nous mettre des questions-réponses dans la zone pour que l'on puisse en faire la synthèse à la fin. À toi, Colline. Merci Mathieu, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire vivre une clôture comptable à travers 3 personnages qui ont des rôles bien distincts dans la clôture. Effectivement, au cours de nos missions, on identifie bien que selon les rôles de chacun, les besoins sont différents. Et au cours de cette démo, nous allons accompagner Nicolas, coordinateur de clôture, Estelle, manager d'équipe, et Julie, responsable de tâches. Alors, de quoi Nicolas a besoin? Il a besoin tout d'abord d'avoir accès facilement à l'information pour piloter l'avancement et reporter en temps réel à sa direction qui attend de lui des informations régulières. Pour toutes les clôtures, Nicolas doit également dupliquer son planning. Donc, il est important pour lui que cette tâche soit industrialisée pour perdre le moins de temps possible sur une tâche finalement avec peu de valeur ajoutée. Et enfin, il doit suivre les incidents et travailler continuellement sur l'amélioration du process en réalisant notamment des règles à chaque fin de clôture. Quant à Estelle, en tant que manager d'équipe, son besoin principal, c'est d'avoir un planning qui traduit les processus de son service. À la place d'une liste chronologique de tâches telle qu'on peut le voir dans un Excel, Estelle a besoin de visualiser les interdépendances entre les tâches et avec les autres services. Et pour l'aider dans tout cela et remonter les informations importantes à ses directions, Estelle a besoin de rapports personnalisés qu'elle peut créer et modifier à sa guise. Et enfin, Julie, en tant que collaboratrice, son besoin principal, c'est d'avoir un programme de travail personnalisé, une to-do quotidienne à laquelle elle accède facilement. Pour s'organiser et anticiper au mieux ses actions, Julie a besoin d'avoir une vision des interactions qu'elle va avoir avec les autres services. Et enfin, bien moins de mails et des échanges directement dans l'outil qui lui permettent de gagner du temps et de donner de la transparence sur ses tâches. Alors, avant de vous plonger dans la clôture avec nos 3 personnages, je vous propose de vous présenter l'environnement dans lequel on va évoluer tout au long de notre démo. Alors, lorsque vous vous connectez à Wrike, vous arrivez sur la page d'accueil qui est une interface classique et assez intuitive. Sur la partie gauche, vous retrouvez votre boîte de réception avec les notifications que vous recevez dans l'outil lorsqu'un autre collaborateur vous interpelle, lorsqu'une modification est passée sur une tâche sur laquelle vous êtes assigné, par exemple. Sur la partie centrale, vous retrouvez vos espaces de travail et les différents raccourcis que vous pouvez épingler ou les derniers dossiers sur lesquels vous vous êtes rendu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un espace de travail ? Il vous permet d'organiser les dossiers et les projets, qui sont par exemple le planning de votre clôture trimestrielle, le programme d'un service. Enfin, vous pouvez les paramétrer en fonction de votre organisation. Vous pouvez aussi créer des espaces publics ou privés et les partager avec des collaborateurs que vous souhaitez. Nous verrons juste après comment sont organisés ces espaces de travail. Sur la partie droite de votre page d'accueil, vous retrouvez la partie plutôt reporting sous différents formats. D'abord, un accès à vos tâches, c'est un accès direct à votre to-do. Et la partie, un accès aux différents reporting, donc des rapports, des tableaux de bord, une vision calendrier, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir un peu plus tard au cours de notre démo.
Alors, nous rentrons dans l'espace de clôture sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Et vous découvrez à gauche la partie arborescence. Cette arborescence, elle est faite de dossiers. Et en fait, c'est un ensemble de boîtes dans lesquelles vous pouvez ordonner et classer vos tâches. Alors, pourquoi c'est important de construire une arborescence qui vous parle? Généralement, on retranscrit vos process à travers cette arborescence. Quand vous allez aborder une clôture qui est constituée de très nombreuses tâches, elle va vous permettre de savoir directement où aller et vous focaliser sur la partie de la clôture qui vous intéresse. Donc, dans le cadre de cette démo, nous avons construit une arborescence classique d'une clôture comptable avec 2 niveaux de regroupement. Un premier niveau sur toute la partie French et un second niveau sur la partie IFRS. Pardon. Comme vous le voyez, sous chaque dossier, vous pouvez créer autant de niveaux de regroupement que vous le souhaitez. Donc là, nous allons nous positionner à un niveau de l'arborescence. Excusez-moi. Et vous avez accès à différents formats de lecture. Un premier format liste qui, comme son nom l'indique, vous liste l'exhaustivité de vos tâches dans l'ordre que vous souhaitez, par priorité, par date de modification, etc. Vous avez une seconde vision, le tableau agile, qui est un classement de vos tâches par statut de workflow, et nous reviendrons un peu plus tard sur la notion de workflow. La vision tableau qui se rapproche d'une vision Excel et qui présente l'exhaustivité de vos tâches et en colonne les principales informations sur les tâches. Donc, vous allez retrouver le libellé, le chargé de mission, c'est-à-dire le responsable sur la tâche, son statut, sa date d'échéance et autant de champs analytiques que nous avons paramétrés en amont en fonction de vos besoins. Vous pouvez afficher ou masquer ces colonnes à votre guise. Vous avez également une vision diagramme de Gantt qui vous apporte une vision vraiment process. Dans votre clôture, vous créez des tâches avec donc des tâches qui sont formalisées avec une date de début, une date de fin, et des jalons qui sont des dates d'échéance pour des échéances bien précises. Vous allez lier ces tâches et ces jalons par des petites flèches donc pour formaliser des interdépendances qui vous apportent une vision amont-aval de vos travaux et qui va vous permettre de mettre en avant les impacts d'un potentiel retard. Alors, ce que vous voyez là, c'est vraiment le cœur de notre travail, c'est-à-dire transformer un Excel en ligne en une vision process avec des interdépendances. C'est-à-dire que vous n'avez plus une vision plate de votre clôture, mais une illustration par process qui raconte l'histoire de votre clôture. Vous avez également accès à une vision flux qui apporte une vue un peu plus réseau social et qui liste les dernières actions qui se sont passées sur chacune des tâches. Et enfin, une vue statistique, alors qui est assez intéressante dans l'écran que vous voyez, pas très significative, mais qui est assez intéressante car en un coup d'œil, vous avez une visibilité, une synthèse sur l'avancement et sur l'implication des collaborateurs dans la clôture. Alors, il y a d'autres vues sur lesquelles on ne va pas passer beaucoup de temps aujourd'hui, mais notamment, sachez que vous avez une vue fichier qui liste l'ensemble des pièces jointes qui peuvent être échangées sur les tâches. Alors, maintenant qu'on a découvert notre environnement, je vous propose de rejoindre Nicolas dans sa clôture. Donc, pour rappel, Nicolas, il est coordinateur de clôture et en tant que coordinateur, il réalise des calls de suivi réguliers. Pour tenir ces calls de suivi, Nicolas se rend sur la partie droite de sa page d'accueil sur sa vision tableau de bord. Son tableau de bord, il l'a créé personnalisé en début d'exercice. Alors, qu'est-ce que lui apporte son tableau de bord? Dans ce cas-là, il lui apporte une vision instantanée de l'avancement avec une classification des jalons par statut. Donc, il trouve ses jalons terminés la semaine passée et les jalons terminés cette semaine, les prochains jalons à venir, les tâches de clôture de la semaine. Et là, Nicolas se rend compte qu'il y a un jalon qui est au statut en retard. Donc, il clique dessus directement pour avoir un peu plus d'informations. Effectivement, lorsqu'il arrive sur une tâche, il a tout de suite accès à beaucoup d'informations. Tout d'abord, le libellé de la tâche, son statut. Donc, sachez que les différents statuts sont paramétrables. Vous avez la possibilité
d'inclure des étapes d'approbation si vous voulez assurer des doubles validations. Il a également une visibilité tout de suite sur le responsable de la tâche, la date d'échéance et une partie champ. Alors, les champs, ils vont vous permettre de typer votre tâche. Par exemple, vous allez pouvoir préciser s'il s'agit du périmètre French ou du périmètre IFRS, si c'est une tâche de contrôle ou une tâche de saisie comptable, quelle entité est concernée. Là, on voit que c'est l'entité vie qui est concernée sur cette tâche. Ces champs, ils apportent des informations d'analyse et ils aident surtout pour la construction de vos reportings. Il a également accès à une information très intéressante dans ce cas-là, ce sont les interdépendances. Là, en fait, en un clin d'œil, Nicolas, il est rassuré, il voit qu'il n'a aucune tâche qui suive ce jalon, donc il n'a pas d'interdépendance en aval. Donc, on arrive en fin de process, il est rassuré, le risque est limité. Nicolas, il ne va pas s'attarder sur les tâches en amont. Il va tout de suite, c'est Estelle qui est assignée sur cette tâche, il va tout de suite l'interpeller dans la zone commentaire pour avoir des nouvelles sur l'avancement de cette tâche. Donc, Estelle, as-tu des nouvelles sur l'avancement de ce jalon, s'il te plaît? Il envoie son message. La notification est arrivée. Donc, je vous propose de nous rendre chez Estelle, qui a reçu une notification. Donc, effectivement, en arrivant sur sa page d'accueil, Estelle remarque tout de suite la notification de Nicolas et le commentaire qui est ajouté sur le jalon. Elle se rend sur la tâche en cliquant sur la notification et se rend compte. Alors, donc elle cherche à analyser les raisons de ce retard. Elle se rend sur les interdépendances et clique sur une des tâches en aval pour comprendre le problème. Alors effectivement, la tâche en aval, elle voit tout de suite que c'est Benjamin qui est assigné dessus. Et mince, Benjamin l'a appelé ce matin. Il est malheureusement en congé maladie jusqu'à la fin de la semaine. Et donc Estelle comprend tout de suite qu'elle doit réassigner la tâche à un autre collaborateur pour ne pas la laisser orpheline et qu'elle soit bien prise en compte. Alors, pour savoir à qui elle va réassigner sa tâche, Estelle, elle a besoin de connaître la disponibilité de ses équipes. Pour cela, elle se rend sur sa page d'accueil, on retourne sur la partie reporting et on accède à la vision calendrier. Cette vision calendrier, elle lui permet de voir par couleur de calendrier donc, le planning de ses différents collaborateurs et d'en évaluer la charge. Donc là, elle se rend compte que Julie, qui apparaît ici en rouge, arrive plutôt en fin de processus. La tâche qu'elle doit exécuter à échéance aujourd'hui est déjà au statut terminé. Et donc, Estelle est assez rassurée. Elle se dit qu'elle va pouvoir réaffecter la tâche de Benjamin à Julie. Excusez-moi. Pour mettre en avant la tâche qui est en retard, elle va afficher, en cliquant sur les 3 petits points en haut à droite, les tâches par statut. Elle se rend compte que la seule tâche qui n'est pas en vert, donc qui n'est pas encore validée à échéance aujourd'hui, elle retrouve bien la tâche en retard. Elle clique dessus. À partir du calendrier, elle peut directement réaffecter la tâche à Julie en cliquant sur le petit plus et en affectant Julie. Elle aurait la possibilité, sachez qu'on peut écrire un petit commentaire à Julie pour la remercier, pour lui expliquer les raisons du retard. On ne va pas le faire dans le cadre de cette démo. Julie a déjà reçu une notification. Donc là, Estelle sait qu'elle a géré l'urgence. Elle souhaite quand même vérifier si d'autres tâches sont affectées à Benjamin cette semaine qui nécessiteraient éventuellement d'être réaffectées. Pour cela, elle retourne sur sa page d'accueil, toujours dans la partie reporting. Elle va créer un rapport. Alors, en fait, on va vous montrer finalement par cette action qu'il est très facile de créer un rapport dans Wrike. C'est très simple. En fait, vous créez le rapport, vous rentrez son nom, donc par exemple, tâche de Benjamin. On sélectionne le projet sur lequel le reporting va aller chercher l'information, donc la clôture comptable. Et qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir toutes les tâches sur lesquelles Benjamin apparaît en chargé de mission. Donc, on sélectionne Benjamin. Et puis, finalement, on ne veut pas voir toutes ces tâches. On veut voir uniquement ces tâches qui sont à échéance cette semaine, puisqu'il sera normalement de retour la semaine prochaine.
On crée le rapport. En quelques secondes, comme vous le voyez, on a accès à l'exhaustivité de la tâche de Benjamin. On retrouve notamment la tâche en retard. Là, Estelle, elle se rend compte qu'elle n'a pas nécessité de réaffecter d'autres tâches de Benjamin. Elles pourront être prises en compte en temps et en heure. Alors, pour votre information, en pleine clôture, vous pouvez avoir à réaffecter un plus grand nombre de tâches. Sachez que vous pouvez facilement réaliser cette action en masse. On ne s'attardera pas sur cette fonctionnalité aujourd'hui. Maintenant qu'Estelle est rassurée, elle a géré son urgence, elle va quand même prendre le temps de capitaliser sur l'incident de process qu'elle vient de rencontrer, notamment, comme on le disait, pour apporter de la matière à Nicolas dans son travail d'amélioration continue du processus de clôture. Donc pour cela, elle a accès à un petit plus dans sa barre de menu, créer, et elle va créer une demande en remplissant un formulaire de remontée d'incident. Donc ce formulaire, il a été paramétré, vous pouvez paramétrer toutes sortes d'informations, lui donner le format que vous souhaitez. Donc elle saisit les informations, mon incident a eu lieu aujourd'hui, le processus impacté, c'est mon processus financier, la personne responsable, c'est Benjamin. Comment mesurez-vous l'impact de l'incident? Finalement, comme on l'a vu plus tôt, le jalon en retard arrivant en fin de process, l'incident est plutôt faible. Est-il récurrent? Non. En quelques lignes, merci de décrire le problème rencontré. Bon, finalement, le problème ici, c'était la non-anticipation de l'absence de Benjamin. Elle envoie son formulaire. Et comme vous pouvez le voir, cette demande engendre automatiquement la création d'une tâche qui va aller se positionner dans un endroit précis sur laquelle Nicolas est automatiquement ajouté en responsable. Donc, sachez qu'en fonction du type d'incident que vous rencontrez, par exemple, vous allez peut-être rencontrer un incident IT, on pourrait affecter cette tâche à la personne de la DSI concernée. Le fait d'affecter un responsable à une tâche d'incident, ça va lui permettre de suivre cet incident et surtout de tenir informé de sa bonne résolution lorsque c'est le cas. Alors, je vous propose maintenant de passer dans l'univers de Julie. Donc, Julie, qui a reçu une notification qui lui précise la réassignation d'une tâche. Alors, Julie, quand elle voit qu'on lui affecte sa tâche, elle veut être rassurée, elle veut avoir l'exhaustivité de ses tâches pour s'organiser au mieux et savoir comment elle va pouvoir avancer. Donc, au niveau de sa page d'accueil, elle clique dans, excusez-moi, j'ai été un peu vite, dans la partie reporting, sur mes tâches. Elle a accès directement à sa to-do qui lui présente ses tâches à réaliser aujourd'hui et dans les semaines à venir. On retrouve la tâche sur laquelle Estelle vient de la signer. Elle se rend directement sur celle-ci. Et elle est rassurée. Elle voit que Benjamin avait ajouté en pièce jointe un fichier en précisant que le fichier avait été bien reçu, qu'il restait à valider. Alors, Julie sait qu'entre-temps, le fichier a été validé et donc elle sait qu'elle peut valider la tâche. Alors, sachez que vous pouvez joindre des fichiers sur toutes les tâches, tout type de fichiers, d'une manière totalement sécurisée. Alors, Julie, elle peut valider la tâche, mais pour éviter toute erreur, c'est la première fois qu'elle intervient sur cette tâche. Elle prend la décision de la valider en ajoutant un niveau d'approbation pour permettre à Estelle, sa manager, de confirmer la bonne validation. Donc, pour cela, elle approuve. Alors, elle commence une nouvelle approbation. Elle sélectionne son approbateur qui sera dans ce cas Estelle et elle lui dit « Tâche OK pour moi. Merci de valider à ton tour. » Dans les paramètres, elle sélectionne la façon dont cette approbation va se dérouler et elle paramètre le fait que si Estelle approuve, alors la tâche passera automatiquement au statut terminé. Elle enregistre son approbation et elle la démarre. Là, vous voyez, une notification a automatiquement été envoyée à Estelle pour approbation derrière. Alors, j'en profite pour vous montrer, en bas de la page, vous voyez dans la zone commentaires, en plus des commentaires que les collaborateurs peuvent s'échanger entre eux, il y a une piste d'audit, c'est-à-dire que dès qu'une action est réalisée sur une tâche, vous allez pouvoir retrouver assez facilement qui a réalisé l'action,
quel jour et qui vous explique finalement ce qui s'est passé. Donc là, on voit bien que Julie a ajouté une description et qu'elle a ajouté un niveau d'approbation pour Estelle. Donc, je vous propose de retourner chez Estelle. Donc, Estelle, au niveau de sa page d'accueil, elle voit la notification, la demande d'approbation qui a été réalisée par Julie. Elle va sur la page, elle peut approuver. Pas besoin de commentaires, tout le monde sait ce qui se passe. Et donc, vous voyez, effectivement, donc, je reprends cette piste d'audit. Excusez-moi, Estelle a bien pris la décision et derrière, notre automatisation a bien fonctionné. Le fait qu'Estelle ait validé l'approbation, la tâche est passée toute seule au statut terminé. Donc, on est à un niveau, on va retourner pour boucler la boucle. On retourne chez Nicolas qui finalement était en attente. Il attendait de voir s'il pouvait aller à son copil sereinement. Et donc, il retourne sur sa page d'accueil, se rend à nouveau dans son tableau de bord. Il l'ouvre. Alors, une automatisation a été mise en place, c'est-à-dire que l'automatisation prend, il y a un petit délai pour qu'elle soit prise en compte. Finalement, ce jalon, il était lié à 3 tâches en amont. À partir du moment où ces 3 tâches en amont ont été validées, le jalon, normalement, se valide automatiquement. Alors là, excusez-moi. Bon, là, pas de bol. Ça met 1 minute de trop. Ça met un peu de temps, mais voilà, il y a derrière, voilà, il y a des règles d'automatisation où vous pouvez mettre en place les 3 tâches en amont sont validées, donc ma dernière tâche qui arrive en process se valide automatiquement. Voilà, donc Nicolas est rassuré, tous ces jalons sont validés et maintenant il dispose de toute l'information nécessaire pour mener à bien son copil. Alors, merci beaucoup pour votre attention tout au long de cette démo. On a essayé de vous montrer les principales fonctionnalités pour répondre à vos besoins. C'était un peu rapide, mais on prendra le temps de les détailler si vous le souhaitez. En tout cas, pour synthétiser tout ce qu'on vient de se dire, nous vous proposons une courte vidéo que nous présentons pour information, notamment lors de nos kick-offs. À tout de suite. 1 minute 30 la vidéo, on se retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite. On est de retour. On est de retour et on vous propose une séance de questions-réponses. Alors, je vois qu'il n'y en a pas de questions ouvertes qui ont été positionnées. On peut peut-être vous donner la main pour que vous puissiez éventuellement nous interpeller. Sinon, on vous donnera 2-3 points, 2-3 questions qu'on nous pose très souvent, en fait. On vous répondra sur les questions.
Alors, quel est le modèle économique de la solution? Donc, merci Jérémy pour cette question. Le modèle économique, c'est en termes de ROI, je pense qu'on a voulu montrer qu'on a vraiment des gains significatifs de jours. Ça ne fait pas des économies de personnes, de TP, mais on passe on change le travail, on passe d'un temps un peu gâché sur des tâches sans valeur ajoutée à des tâches de valeur ajoutée. En termes de prix, on pourra vous communiquer en gros combien ça coûte. Le coût d'intégration de cette solution, c'est en gros, il faut compter en gros entre 1000 et 1500 euros hors taxe par personne qu'on va déployer. Ça, c'est pour le coût d'intégration. Ensuite, le coût des licences. On a deux types de licences. On a une qui est utilisateur avec tous les droits et une qui est collaborateur avec un petit peu moins avec moins de droits, mais qui sont compatibles dans un process de clôture. Et sur la première, on est sur une quarantaine d'euros et sur la seconde à 10 euros. Donc ça, c'est vraiment à ajuster en fonction des besoins de chacun. Merci Françoise pour cette autre question. Comment on intervient pour mettre en place cet outil, durée de mise en place, formation. Alors, on intervient, la clé de ce type de mission, c'est pas de faire une approche juste jalon, c'est vraiment on part du process opérationnel de vos équipes, c'est-à-dire que on vient voir tout le monde, on rencontre tous les services, on récupère, on regarde ce qui se fait, on prend le planning, on l'intègre et on fait des ateliers avec chacune des équipes pour bien détailler, modéliser, on parle de modélisation, modélisation des travaux menés par les équipes. C'est là où, ce que Colline vous montrait tout à l'heure, on met les interdépendances, on détaille l'analytique, on construit les reportings. Donc, comment se passe un projet? Il y a une phase de lancement, d'appropriation de votre existant. Ensuite, une phase de grand choix de conception, parce qu'il y a quand même des gros choix de conception à faire au niveau de l'outil pour partir sur les bons rails, notamment l'arborescence dont on a parlé tout à l'heure, les champs analytiques. Et ensuite, il y a cette phase d'atelier, puis les phases de formation et déploiement. Le déploiement, il se fait très rapidement, puisqu'on est sur une solution SaaS, et ça va très vite. Ça peut aller très vite. Les petits projets en dessous de 50 personnes, on met en gros 2 mois. Les derniers projets qu'on a fait à 300 personnes déployées, on était plus sur 6 mois, même plus que 6 mois. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre question? N'hésitez pas. N'hésitez pas sinon de toute façon à nous contacter en direct. On va, s'il n'y en a pas d'autres, écoutez, on va clôturer ce webinaire en vous remerciant de votre participation. On va vous envoyer unitairement à tous le lien vers ce webinaire et ainsi que le support de présentation qui vous a été présenté. Merci à tous. Merci à tous et j'espère. François nous demande est-ce qu'il y a une hotline prévue? Oui, il y a une hotline en français. C'est aussi pour ça qu'on a choisi cette solution. C'est qu'il y a l'interface qui est en français et une hotline qui est en français, qui est très réactive. Et donc, on a toujours les réponses. Ça marche très, très bien. Là, j'ai tous mes consultants qui peuvent en témoigner. Merci à tous. On clôture.